Bonjour tout le monde. Merci d'être là pour ce début de discussion de voyage et les images que je vais partager avec vous de mon voyage en Inde. Je ne suis pas chez Nata, comme ceux qui connaissent Nata peuvent peut-être reconnaître. En fait, j'ai donné une conférence, on va dire, avec ces mêmes images l'autre soir, qui a été fréquentée par, il y a 18 personnes qui sont venues, donc ça m'a beaucoup touchée. Et puis, il y avait une dizaine de personnes aussi connectées sur le Zoom, donc c'était un bon retour. Et malheureusement, j'ai complètement oublié de enregistrer la conférence l'autre soir. Et j'ai eu quand même un certain nombre de demandes de personnes qui ne pouvaient pas être là pour différentes raisons jeudi et qui souhaitent quand même suivre un peu cette aventure. Donc, c'est pour ça que j'enregistre de nouveau la présentation avec vous où je peux peut-être être un peu mieux concentrée parce qu'à vrai dire, je ne suis pas très à l'aise avec les expériences hybrides où j'ai à la fois des personnes dans la salle, à la fois les personnes qui sont connectées en Zoom. Donc là, je suis tout à mon récit et je vais tout de suite commencer à partager mon écran avec vous pour que, on puisse commencer à regarder les images que j'ai préparées pour vous. Donc, comme vous voyez ici, euh, aller en Inde, on rencontre des nouvelles formes de vie, des pratiques culturelles et souvent très colorées, très gaies. Et donc là, j'étais en Inde pendant les fêtes de Diwali qui a eu lieu, je pense que c'était le 14 novembre. Et donc, Diwali, c'est pour les Indiens, c'est un peu le nouvel an. Et c'est une fête où ils mettent des lumières sur les maisons, ils mettent des lumières un peu partout. Et ça peut être des lumières électriques comme nous, on peut mettre sur nos sapins ou autour des fenêtres à Noël. Mais ils mettent aussi beaucoup de petites coupelles avec une flamme dedans. C'est des petites lampes à l'huile qui brûlent. Et là, ce que vous voyez ici, représenté sous la forme de ce qu'on appelle alors je vais voir, voilà, un rangoli. Le mot rangoli, c'est donc le mot hindou pour ces dessins. Et ce sont des dessins éphémères, en fait, qui sont faits avec pas avec du sable, mais avec des espèces de farine de riz colorée. Et ce qui fait que c'est entièrement végétal et ils sont censés être balayés le lendemain. En fait, ça dure un jour à peu près. Et après, ils peuvent refaire un autre derrière. Et on en voyait partout devant les maisons. C'est souvent, les gens mettent ça devant la maison, sur le seuil de la transition entre la rue et chez eux. On peut trouver ces dessins soit devant, soit juste à l'intérieur de l'espace. Et c'est vrai que ça a un côté spontané, éphémère, gai, coloré, voilà, qui nous met tout de suite dans l'ambiance. Donc, je voulais juste ouvrir avec cette image pour nous mettre tout de suite un peu dans l'ambiance colorée de ce qui va suivre. Alors, mon voyage, voilà une carte du nord de l'Inde, au nord et l'ouest de l'Inde où j'étais. Ça vous montre un peu mon parcours, même si là, vous avez du mal un peu à suivre l'ordre de la chose. Je suis arrivée à New Delhi depuis Paris en vol direct avec Air India, qui est à peu près un tiers ou à la moitié moins cher que les vols Air France. Voilà, donc ça vaut la peine peut-être de s'intéresser à Air India si vous allez partir là-bas et sans escale jusqu'à New Delhi, 8h30 à peu près de vol. Et puis, en fait, la première partie de mon voyage a eu lieu dans le Gujarat. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, la petite flèche, mais en gros, c'est le parti en bas à gauche de l'image. L'État s'appelle le Gujarat et on le lit difficilement sur cette image, mais sous les petits points, il y a une ville qui s'appelle Vadodara, anciennement Baroda. Quand l'Inde était sous la colonie anglaise, vous savez, les Indiens, ils ont redonné beaucoup de noms. Enfin, les Anglais avaient changé les noms des villes. Et pour reprendre un peu la main sur leur territoire, il y a beaucoup de noms de villes qui ont changé. Et les Indiens remettent leur propre nom. Donc, Vadodara, c'est leur mot pour dire cette ville où je suis. Donc, j'ai pris un avion depuis Delhi à Vadodara. Et à peu près une demi-heure de Vadodara, il y a un village, vous ne voyez pas son nom, mais vous le verrez dans un instant, qui était mon premier point de chute, qui s'appelle Kayavarohan. Et j'ai passé un mois à tourner un peu autour de cet endroit. J'ai visité plein de petits espaces. Et tous ces lieux sont liés à un gourou de yoga que j'étudie. Je vais vous le présenter dans un moment. Donc ça, c'était pendant un mois, le mois de novembre. J'étais seule à voyager, faire mes recherches
pour mon projet de master's. Je prépare un master's en études asiatiques à l'EHESS, l'École de hautes études en sciences sociales, ici à Paris, sous la direction de Raphaël Voix, qui est un grand spécialiste du yoga et aussi du yoga médiéval, mais aussi un travail anthropologique sur le yoga contemporain, tel que ça se vit en Inde aujourd'hui. Après, la deuxième partie du voyage, Séné est venu me retrouver, Séné, mon mari et le co-directeur du centre Nata, est venu me rejoindre début décembre et nous avons passé donc 2 semaines à voyager ensemble dans le Rajasthan, qui est un État magnifique, hein, très très connu parce que assez touristique. Rajasthan est connu pour ses villes avec des palais incroyables que les Rajas, les princes des familles aristocrates indiennes anciennes, érigées à l'intérieur des villes, les vieilles villes. C'est vraiment le Rajasthan, un voyage culturel et historique. Et donc, pour aujourd'hui, je ne vais pas tellement vous montrer des photos de cette partie-là du voyage. C'était plus du tourisme très simple. Mais je pense qu'il vous intéresse le plus, c'est le côté plus yoga en Inde, tel que moi j'ai pu le constater, observer et même participer pendant que j'étais dans le Gujarat. Donc, c'est de ça que nous allons parler. Et comme j'ai dit, je suis allée là-bas parce que c'est le lieu d'origine et on peut dire le lieu d'activité d'un gourou qui s'appelle, ou qui s'appelait plutôt, il faudrait dire, Swami Kripalu. Kripalu est le personnage un peu plus âgé que vous voyez à droite sur la photo. Et il est là avec un de ses disciples, Rajarshi Muni, qui est le personnage à gauche. Enfin, le personnage, la personne à gauche. Et Swami Kripalu est décédé. Donc, je ne l'ai jamais rencontré. Il est mort en 1981. Il a fondé sa communauté, enfin, une communauté commençait à former autour de lui je dirais, dans les années 50. Hein. Donc, après l'indépendance de l'Inde, c'est une lignée post-coloniale, comme on dit, après la colonie britannique. Et donc, en 81, quand Kripanu est décédé, c'est justement son disciple Rajarshi Muni, que je n'ai pas rencontré non plus, qui a repris la direction et qui est devenu un peu le nouveau gourou, le nouveau maître spirituel de cette lignée. Et malheureusement, Rajarshi Muni est décédé en août 2022, donc il y a un peu plus d'un an. Et j'avais commencé mon projet de recherche avant qu'il ne décède et j'espérais le rencontrer, mais voilà, la vie a fait autrement. Et ça fait que c'était quand même un moment assez intéressant d'aller visiter ces endroits parce qu'en ce moment, aujourd'hui, il n'y a pas de maître spirituel qui a pris la direction de la lignée. Et donc, il y a beaucoup d'incertitudes. Et beaucoup de personnes m'ont parlé assez spontanément de qu'est-ce qui va se passer, qui pourrait éventuellement prendre la direction de la lignée. C'est un moment un peu d'anxiété à la fois. Et pour certaines, pas tellement anxieux parce que pour eux, c'est aussi, et c'était quelque chose qui était très, très frappant dans toutes les expressions que moi j'ai vues, qu'ici, je suis arrivée dans un milieu de yoga très, très religieux. Alors, le yoga en soi n'est pas obligatoirement religieux, mais il peut l'être, il peut le devenir. Et Swami Kripalu partageait un yoga qui est très dévotionnel dans un contexte hindou. Hein, et donc, j'étais dedans. Et donc, comme ces personnes ont vraiment une foi très affichée hein, de leur croyance dans cette religion et ces principes, beaucoup me disaient que, bah, en gros, Inch'Allah, et si Dieu le veut, si le Dieu principal qui dirige, on va dire, entre guillemets, cette lignée, s'il veut amener un nouveau maître, ben, il va l'enverrer. Et si personne n'arrive, ben, c'est parce que c'est comme ça que ça doit être. Et ils ne sont pas inquiets parce que pour eux, c'est entre les mains de Dieu. Et donc, ils continuent à vivre leur vie et pas trop de soucis à se faire. Donc, c'est intéressant de voir tout au long du voyage le, comment dire, l'étendue des positions. Tout le monde n'a pas exactement la même idée, tout le monde, un peu comme en Europe, hein, tous les catholiques n'ont pas les mêmes idées, tous les protestants n'ont pas les mêmes idées aux pratiques, et là-bas, c'est exactement pareil. Donc, c'était intéressant de constater, d'entendre différents points de vue de ces membres actuels de cette communauté. Mais en tout cas, voilà, tous les lieux que je vais vous montrer vont être en lien avec cette communauté. Et le lieu principal où je suis allée, justement, où j'ai commencé à naviguer, c'était ce village-là, vous voyez le nom Kayavarohan.
Et j'ai choisi de commencer mon voyage là et mon contact avec la communauté là parce que c'est le lieu où Swami Kripalu a passé beaucoup de temps déjà et où il a peut-être réalisé une des choses les plus importantes de sa vie et certainement la chose qui va durer dans le temps, même si la lignée disparaisse parce que voilà, la communauté se disperse, il n'y a pas un maître très important. Ce qui va rester de tout ça, c'est un temple. Parce que Swami Kripalu a construit, a fait construire, il n'a pas fait de ses propres mains, mais il a fait construire ce temple que vous voyez là, qui est un peu je pense, le siège symbolique de cette lignée aujourd'hui. C'est le lieu de culte, en tout cas, très important. Le temple a été dédié en 1974. 1974. Donc, malgré les apparences, il n'est pas très, très ancien, mais il est très bien entretenu. Donc, il garde aussi un aspect un peu neuf. Et le temple a été construit sur un terrain qu'un des dévots, un des fidèles de Swami Kripalu, lui a donné gratuitement comme un cadeau, comme un don. Il y a beaucoup de culture de dons encore en Inde. Et donc, la terre était un don. Avant, c'était une ferme des terres agricoles en lisière du village de Kaivarohan. Donc, ce n'est pas dans le centre du village, c'est un peu à l'extérieur. Le village, petit à petit, vient un peu vers le temple, mais on est juste en lisière, en fait, du village ici. Et beaucoup de personnes viennent s'y promener parce que, voilà, il y a des beaux jardins autour, comme vous voyez, beaucoup de verdure, c'est très calme. C'est très agréable au niveau d'être en contact avec la nature, etc. Donc, c'est un lieu de promenade, tout simplement, comme on peut trouver beaucoup de lieux comme ça partout dans le monde. Et donc, j'ai commencé ici à explorer et rencontrer des personnes et participer à des événements. Donc, pourquoi aussi une deuxième raison pour laquelle j'ai commencé ici à Kaivarohan, c'est parce que j'avais un contact. Quand on va pour faire des recherches, c'est pas une bonne idée de juste débarquer comme ça sans rien avoir préparé. Et j'avais un contact comment dire, Swami Kripalu, donc l'auteur, comme je disais, le force derrière ce temple. À un moment donné dans sa vie, c'est justement après avoir construit, à réaliser ce temple, que je pense a été certainement un projet, je pense que ça a pris une dizaine d'années, peut-être un peu plus. On peut imaginer les difficultés en Inde des années 60, début des années 70, pour rassembler les fonds, pour trouver les matières. Enfin, c'est quand même un gros projet. Diriger toute une communauté spirituelle qui était assez important à l'époque. Et donc, je pense que tout ça, c'était assez fatigant. Et à un moment donné, en 1977, donc 3 ans après l'inauguration, ou 2 ans et demi après l'inauguration du temple, Swami Kripalu a décidé de venir aux États-Unis. Il avait un disciple indien qui était parti aux États-Unis, qui s'était établi là-bas, qui a commencé à enseigner le yoga et qui a créé un centre de yoga qu'il a appelé Kripalu Ashram, donc au nom de son propre maître. Et Kripalu est finalement venu ou allé aux États-Unis, parce que là, on est à Paris, on ne peut pas dire qu'il est venu aux États-Unis. Il est allé aux États-Unis et il devait rester peut-être 3 mois pour faire une sorte de petite pause, des vacances après son temps intense de construction du temple. Mais finalement, il a passé 4 ans. Et donc, il y a beaucoup d'Américains, et c'est comme ça que j'ai un lien un peu avec cette communauté, qui ont soit vécu et étudié dans l'ashram au moment de la présence de Swami Kripalu, ou même après, parce qu'une fois que lui, il rentre en Inde, l'ashram aux États-Unis continue à exister, existe encore aujourd'hui, même s'il a beaucoup changé de ce qu'il a été à l'origine. Et pendant mes recherches, avant de partir en Inde, j'avais eu un contact avec une Américaine qui était à l'ashram quand Swami Kripalu lui-même y était. Et elle a décidé, en gros, on peut dire, de le suivre en Inde. Quand il est parti, elle ne voulait plus rester aux États-Unis s'il n'était pas là. Elle est venue s'installer à Kaivarohan et elle s'appelle Indu. Et elle a une maison, elle a acheté une maison avec 2 autres Américains. Ils sont 3 dévots américains à avoir acheté cette maison, qui est aussi en lisière du village de Kaivarohan. Et c'est elle elle fait un peu chambre d'hôte pour les personnes qui viennent.
Et j'ai eu l'occasion donc de dormir et j'avais une chambre chez Hindu. Et j'étais tellement bien chez elle que je suis restée 3 semaines chez elle. Et depuis chez elle, je vais vous expliquer pourquoi dans un moment, mais on faisait plein de petits voyages dans la journée pour aller visiter différents sites qui sont un peu, qui rayonnent tout autour de ce siège en quelque sorte de la communauté. Donc vous voyez à gauche la photo avec Hindu sur sa terrasse. On montait chaque matin pour prendre le petit-déj sur la terrasse et c'était toujours fascinant de voir, là, vous voyez la route qui passe devant. On est à la campagne ici et juste de l'autre côté, c'est une ferme, hein, et donc, il y a quand même la circulation des motos, des voitures, des camions, mais il y a des troupeaux de vaches qui passent, des troupeaux de chèvres, toutes sortes de... Il y a une vie sur les routes en Inde et donc c'était toujours sympa de rester là-haut et observer tout ça, écouter les oiseaux, parfois des singes qui venaient nous rendre visite pendant le petit-déj, etc. Et puis, vous voyez dans la maison avec deux enfants, ces deux filles qui étaient adorables. C'est les filles de Hindu, elle a une famille indienne qui l'aide à s'occuper de la maison, qui font le bricolage, qui font le jardinage, qui font le ménage, qui aident tout ce qui est, on va dire, vie administrative, parce qu'elle ne parle pas, même après toutes ces années, elle n'a pas vraiment appris à parler le Gujarati, donc elle a de temps en temps besoin d'aide pour les choses administratives et tout ça. Donc, elle a une famille qui s'occupe de ça. Ils sont là presque tous les jours. Et donc, j'ai eu différents moments de partager, passer du temps avec eux. Et c'était toujours très, très sympa. Et souvent, ce qui se passait, c'est que, voilà, voici quelques autres photos de la maison, juste pour vous situer. Un très beau jardin autour de la maison où il y a beaucoup de fleurs, et aussi des herbes culinaires qu'on utilisait soit dans la cuisine qu'on faisait nous-mêmes ou que Mangal, le fils de la famille qui s'occupe, quand il faisait à manger pour nous, du thé, des infusions, tout ça venait très frais du jardin. Et juste derrière, si vous voyez cette espèce de mur d'arbres au fond, un petit muret, juste derrière, c'est une ferme, hein. Hindu, elle a la dernière maison à l'extérieur, en allant vers l'extérieur du village, et après, il n'y a plus rien. Donc, c'est très calme, on est très dans la nature. À l'intérieur, dans le salon que vous voyez en bas, il y a deux meubles suspendus. C'est très courant en Inde aussi. Au lieu de donner des pieds, que tout se repose par terre, les choses sont suspendues. Et je pense que c'est parce que la plupart du temps, il fait très, très, très chaud. Et ce petit mouvement, ben, ça vous fait un petit mouvement d'air qui est bienvenu quand il fait très chaud. Moi, quand j'y étais, il faisait le matin très agréable, il pouvait faire même légèrement frais le matin. Mais vers midi, 1 heure, il commençait à faire chaud et dans l'après-midi, ça montait à 36, 37 degrés quand même. Donc, il faisait chaud hein, l'après-midi et si on n'était pas sur une sorte de balade, une visite pour la journée, l'après-midi, souvent, on se reposait un peu la siesta. Dans tous les pays chauds, c'est difficile de faire des choses quand il fait trop chaud. Mais elle m'a dit que dans les mois les plus chauds de l'année, donc pendant l'été, ça peut monter facile à 47, 48 degrés. Et c'est juste, enfin, moi, je ne sais pas comment les gens vivent là-dedans, dans cette chaleur. Ce serait extrêmement difficile pour moi. Et là, vous voyez la petite chambre que j'avais. J'étais toute seule, elle n'avait pas d'autres personnes, même si elle peut accueillir jusqu'à 6, 7 personnes. J'étais la seule personne qui était chez elle pendant ce moment-là. Et c'était vraiment très sympa. Il y avait une petite intimité, amitié qui s'est formée entre nous pendant mon séjour. Alors, voilà, c'est là où je voulais en venir. Donc, souvent, nous, on prenait notre petit déjeuner, comme je disais, en haut sur la terrasse, mais souvent un peu plus tard dans la matinée, quand la famille, vous voyez, le fils ici s'appelle Mangal, et sa mère, Soumi, qui fait le ménage, là, qui est en train de descendre les marches d'escalier avec le balai, souvent, il nous amenait encore un petit déjeuner, enfin, encore un petit repas. Et c'est ce qui est en train de se passer là. Donc là, on avait mangé celui-ci à l'intérieur. Et c'est des choses qu'il a fait lui-même. À droite de l'assiette, vous avez un sorte de pain farci avec plein de petites herbes. Et puis à gauche, un sorte de... c'est pas vraiment un beignet, je sais pas comment décrire, une sorte de pâte, une sorte de pâté assez dense, végétal, hein. Tout était végétarien. Mais avec les petites herbes du jardin.
Et là aussi, il a fait frais donc à la maison là cette chutney. On va la faire demain soir, jeudi soir dans l'atelier de cuisine du Gujarat. Un chutney très classique à la base de coriandre, de la menthe et du piment vert hein, qu'on mixe avec un peu de jus de citron et du sel, quelques épices pour donner du goût. Et puis avec du ketchup. Moi, je ne suis pas très fan du ketchup, mais je préférais beaucoup le chutney verte au ketchup. Mais voilà. Et donc, souvent, on avait ce genre de petits moments agréables où il nous expliquait tout ce qu'il préparait. Et c'est tellement mignon. Enfin, mignon, c'est pas vraiment le mot. Touchant, c'était plus que mignon, c'était vraiment touchant. Il nous disait pour cette sauce verte, par exemple, qu'il a fait, il voulait nous dire, parce que son anglais est un peu approximatif, mais il parle assez bien quand même, et il voulait nous dire qu'il a utilisé toutes les herbes, toutes les différentes herbes qui poussent dans le jardin sont présentes dans le mélange du chutney. Et il disait, I put everybody, a little bit of everybody. Donc, j'ai mis un peu tout le monde. Et c'est comme si chaque herbe était un être humain vivant et que c'était une grande fête parce que tout le monde était là. Et c'est ça qui fait que c'est bon. Et c'était très touchant parce qu'ils ont vraiment cette... même si, bon, je suis au courant qu'il ne faut pas trop généraliser non plus, voilà, c'est ne pas rentrer dans les clichés, mais en tout cas, Mangal, lui, il a cette espèce de joie de vivre et quelque chose qu'il est... tout est propice à une célébration. Donc, même juste faire une petite sauce, on va mettre plein de petites herbes dedans, toutes les herbes, toute la famille, on va dire, des herbes est là. Et c'était l'occasion de signaler ça et de célébrer ça et que c'est à cause de cela que c'est bon pour nous. Hein. C'est vraiment, il y a quelque chose qui dépasse le simple côté ingrédient. Il y a une énergie là-dedans et on l'a senti, enfin moi j'ai beaucoup senti pendant ce petit déjeuner-là et c'était en effet très délicieux. Donc, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Voilà. Et donc, depuis chez Hindu, ça c'est que vous la voyez de dos, pour marcher, on marchait au temple chaque matin, chaque soir, parfois dans la journée aussi, on y retournait suivant ce qu'on faisait. Et dès qu'on sort dans la rue, elle était, surtout elle, parce qu'elle est très connue, comme ça fait une vingtaine d'années qu'elle habite là-bas, ou même plus maintenant, plein d'enfants qui viennent courir pour nous dire bonjour, pour jouer un petit peu. C'était aussi très gai et donc on est tout le temps en train de rigoler quand on passe. Elle a inventé un petit jeu où les enfants viennent, ils font avec leurs poings comme ça et puis elle est comme ça et puis on amène les mains ensemble et on fait tchou, tchou comme ça. Et voulait donc au lieu de se serrer les mains ou des choses comme ça, elle a trouvé ça. Elle a dit peut-être pendant le Covid aussi, c'est pas mal d'avoir un peu moins de contact de surface. Nous, on le faisait avec les coudes hein, pendant le Covid, mais voilà, elle a trouvé ça et les enfants, ils adorent ça. Donc, ils arrivaient même avant d'être proches de nous, ils étaient déjà là avec leurs mains, pfiou, 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 et c'était joyeux. Voilà, c'est ce que je peux dire. Et on avait ça pendant peut-être une dizaine de minutes. Il fallait peut-être 10 minutes pour marcher depuis chez elle jusqu'au temple. Et en fait, on allait au temple, comme j'ai dit, le matin et le soir, parce qu'il y a chaque jour, tous les jours, deux cérémonies. Enfin, il y a plus que ça, mais il y avait deux cérémonies, en tout cas rituelles, où on essayait d'y aller tous les jours si on n'était pas éloigné de Kaivarohan. Et parfois, le soir, comme vous voyez à droite, il y avait des lumières, des couchers de soleil juste sublimes. Quasiment, je pense qu'il y avait un jour où il y avait un petit peu de nuages mais c'était quasiment le même ciel bleu tous les jours. C'était très impressionnant. Et la cérémonie a lieu le matin et le soir, au lever du soleil, au coucher du soleil. Et tout le culte dans ce temple tourne autour d'une divinité dans le panthéon hindou, c'est Shiva. Et c'est pas n'importe quel Shiva parce que comme les Indiens, ils ont la croyance dans ce qu'on appelle l'incarnation, c'est-à-dire que le Dieu devient humain sur Terre, enfin le Dieu vient sur Terre, c'est pas juste un simple humain, mais il s'incarne sur Terre. Et donc, c'est une incarnation. Et Shiva, et donc il les détaille parce qu'ils ne sont pas venus qu'une seule fois, ils sont venus à différents moments dans l'histoire de l'Inde, on va dire. Et pour les membres de cette communauté, la dernière, et pas que pour eux, parce que après c'est écrit dans les textes, des textes religieux très anciens, qu'il y a eu une incarnation de Shiva à un moment donné qui s'appelait Lakulish. Et Lakulish,
est dite s'être incarnée à Kayavarohan, à ce lieu même. Donc ce lieu est très associé à une incarnation spécifique de Lakulish. Lakulish étant donc Shiva, c'est juste le nom qu'il portait pendant qu'il était de cette vie-là sur Terre. Et Shiva est aussi considéré par beaucoup d'hindous comme l'inventeur du yoga. Donc on commence à voir voilà, une manière de créer un yoga religieux en disant que le yoga vient de Dieu, vient de Shiva, et c'est lui qui a enseigné le yoga au premier, enfin, et qui a donné en fait le yoga à l'humanité pour pouvoir, voilà, cheminer. Et c'est le but de leur yoga, c'est pour pouvoir retrouver leur réunion hein, avec Dieu. Et donc, ils viennent dans ce temple pour vénérer la couliche. Et je pense la prochaine photo, voilà, vous voyez l'intérieur du temple. Alors, je vais vous parler un petit peu plus au centre. Donc, quand on rentre, il y a un long couloir et enfin long, c'est pas immense le temple, mais on avance à l'intérieur de ces barrières métalliques que vous voyez et on avance vers l'avant de l'espace où il y a une statue, vous la voyez noire là, de la coulée. Je vais vous la montrer dans un moment. Et puis, en principe, ils séparent, pendant les moments rituels, ils séparent les hommes et les femmes. À d'autres moments, quand il n'y a pas un rituel qui est en train d'avoir lieu, les femmes peuvent aller partout et les hommes peuvent aller partout. Mais pour les moments de rite, les femmes vont à gauche, dans l'espace que vous voyez où je suis, et les hommes, ils vont à droite, ils ont un espace à peu près équivalent à côté. Et derrière, sur le mur, si vous m'imaginez debout à gauche en train de faire cette photo vers l'autel où il y a la sculpture de la couliche, derrière moi, il y a un buste que vous voyez à droite de Swami Kripalu lui-même qui est présent dans le temple qu'il a fait construire. Donc, c'est une manière de, on peut dire, rendre hommage hein, à celui qui a rendu possible ce lieu de culte. Et il est montré donc en prière avec ses yeux vraiment figés sur la statue principale de la couliche, les yeux fixés sur Dieu. Donc, il est dans sa prière, sa propre vénération. Et dans la cérémonie, ce qui est assez intéressant, regardez la photo à droite là, il y a un moment dans la cérémonie où les fidèles qui sont présents se retournent et ils font un petit moment d'hommage, de vénération à Swami Kripalu lui-même. La plupart du temps, ils restent tournés vers l'avant, vers la couliche que vous voyez un petit peu mieux à gauche là. Mais il y a un moment, et ça ne se fait pas dans tous les temples, évidemment, parce qu'il y a déjà Kripalu, il n'a pas construit tous les temples que celui-ci. Et ce n'est pas dans tous les temples qu'il y a une représentation d'un gourou, de quelqu'un qui est lié au lieu. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose de spécifique, ce petit moment de vénération du gourou qui est là, encore présent. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, donc moi, au début, je ne savais pas. Moi, j'étais là face aux sculptures principales. Et puis, à un moment donné, je vois tout le monde qui se retourne. Je ne sais pas pourquoi. Donc, bon, je fais comme eux parce que, voilà, je ne voulais pas choquer. Je me dis, il se passe quelque chose derrière. Donc, je me retourne et petit à petit, j'ai compris qu'ils étaient tous en train d'orienter leur attention un petit moment vers le buste du gourou. Et puis, par la suite, donc, après, donc, ça veut dire que j'étais en quelque sorte euh, initiée dans le sens que je savais ce que ça voulait dire et je savais à quel moment il fallait le faire dans la cérémonie, parce que c'est toujours au même moment, hein, c'est le rituel se déroule de la même manière chaque fois. Et puis, on pouvait séparer ceux qui sont de la communauté de ceux qui sont de simples visiteurs et qui sont, parce que même il y a beaucoup d'Indiens qui viennent là, qui ne sont pas forcément dans la vénération de Swami Kripalu, eux, ils ne vont pas se retourner parce qu'ils ne savent pas. Et donc, ça devient une des méthodes où on peut, entre guillemets, identifier, reconnaître un membre de la communauté de quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Mais la plupart de la cérémonie correspond à ce que vous voyez à gauche là, qui est une cérémonie où le prêtre principal est, donc c'est un swami un peu comme un mix entre un prêtre et un moine. Pour nous, c'est difficile, nos vocabulaires ne sont pas exactement, ça ne veut pas dire exactement la même chose, mais c'est le plus proche on peut arriver. Swami, il s'appelle Swami Muktanand. Et j'ai eu plusieurs entretiens avec lui individuels pour lui parler du temple, du Kripalu, du yoga, etc. C'était toujours très intéressant. Et là, vous le voyez de dos, et je ne sais pas si vous voyez, donc vous voyez la sculpture qui est très décorée, avec plein de fleurs, des guirlandes. Et ça, c'est quelque chose qu'ils font tous les jours. Ils changent même plusieurs fois par jour.
chaque matin, Muktanand venait pour faire la première décoration du matin. Et puis, et cette cérémonie du matin était là pour un peu quand ils ouvrent les portes et on voit qu'est-ce qu'ils portent aujourd'hui. Enfin, moi, je le dis comme ça, qu'est-ce qu'il va porter aujourd'hui? Parce que chaque jour, c'est un peu différent, un peu comme nous avec nos vêtements, ça change tous les jours. Et c'est un côté un peu vivant. Et la première révélation, en quelque sorte, de la divinité à la communauté a lieu. Et puis, ils viennent avec un objet qui tient dans la main, qui passe au-dessus de son bras, là. Et il y a beaucoup de petites flammes. C'est pour ça que c'est difficile à photographier parce que la lumière est intense. Plein de petites flammes. C'est une sorte de multilampe à l'huile, hein. C'est un objet qui tient plein de petites creux où il y a de l'huile et une tige qui brûle et une mèche qui brûle. Et avec cet objet, il fait des gestes rituels, il le fait tourner et il chante des mantras, il y a des cloches qui sonnent, c'est assez bruyant comme, entre guillemets, spectacle ou comme rituel. Il y a des tambours et tout ça, c'est une machine, hein. Il y a une machine à bruit qui produit toute la musique. Mais après, les chants, les mantras, ils chantent toujours la même chose et il va à la fois donc rapprocher le feu de la statue divine. Et donc l'idée, c'est à la fois qu'il donne un peu de chaleur et rendre hommage à la divinité avec la lumière, et puis en même temps, la divinité est en train de bénir, on pourrait dire, le feu, les feux qui sont là en proximité. Donc plus on est proche de lui, mieux c'est, hein. C'est donc les gens, ils veulent être devant, hein, ils veulent pas être derrière. Donc il y a pas mal ils poussent un peu et il y a de mouvements, on peut dire, dans le public pour être le plus proche possible de l'avant. La proximité est une valeur. Et puis à un moment donné, donc une fois qu'il va aller, en fait, il va prendre les flammes, il va les passer devant chaque représentation de chaque divinité, parce qu'il n'y a pas que la Kulish présente dans ce temple, il y a d'autres divinités qui sont représentées, je vous passe sur les photos, mais voilà, il va aller à chaque divinité. Au bout d'un moment, la flamme est suffisamment chargée, j'imagine qu'ils se le disent comme ça, et après, il le passe à un assistant. Et ils amènent la flamme dans la foule et il y a un petit geste rituel. Chacun prend un peu maintenant cette chaleur bénie, chargée de l'énergie divine, et il l'amène dans des gestes rituels sur leurs yeux, sur leur tête, etc. Et c'est ça qui fait, en fait, c'est le geste rituel de cette cérémonie en particulier qui a lieu 2 fois par jour. Et après la cérémonie, les gens sortaient du temple et on allait s'asseoir sur les marches du temple et papoter avec. Et c'est là où j'ai rencontré beaucoup de personnes, j'ai pu poser des questions, ils m'ont posé des questions aussi. Et ils étaient tous très curieux de savoir que j'étais professeur de yoga et qu'est-ce que j'enseignais. Enfin, il y avait beaucoup de curiosité sur ma présence parce qu'il n'y a pas, même s'il y a hindou et qu'il y a de temps en temps des Américains qui passent, c'est pas très, très courant non plus. Donc, ils sont très surpris quand il y a quelqu'un qui vient jusque-là parce que c'est vraiment un petit peu paumé pour trouver cet endroit. Voilà, là, vous voyez mieux la couliche sans tout son habillage en fleurs et autres. Et ça, c'est en fait une cérémonie de le donner son bain, on peut dire. Il y a à peu près vers 11h30 du matin. euh, le prêtre qui était là, et ça tournait, hein. Il y a beaucoup de différents prêtres qui sont là avec différents, comment dire, une hiérarchie de pouvoir, hein, la vie spirituelle, un peu comme dans l'Église catholique, où vous avez des cardinaux, vous avez des prêtres, enfin voilà, je ne connais pas tout ça exact pour les catholiques, mais il y a un peu le même principe. Donc, c'est des pujaris, c'est moins important qu'un swami. Et en fait, ils enlèvent toutes les fleurs. Et souvent aussi, la statue, en plus d'avoir été décorée avec des fleurs, a aussi été peinte. Et donc, il va laver, il va enlever cette peinture et il verse de l'eau, ils utilisent des éponges, enfin, il y va, hein, il frotte, il gratte pour tout enlever et il rince, il rince, il rince. C'est une rituel aussi, le rituel du bain. Et moi, je trouvais très beau ce rituel. En fait, je préférais ce rituel-là à celui du Arti, même si l'Arti, c'est le rituel du feu. C'est aussi fascinant. Mais il y avait quelque chose pour moi, c'est des choses parfois on ne peut pas expliquer
Je voyais l'eau qui coulait sur la statue, je voyais il n'y avait pas toutes les fleurs, c'était un peu plus simple. Il y avait, et d'ailleurs, presque personne ne vient. C'est pas un moment participatif pour le culte parce qu'il n'y a pas un moment où le public fait partie du rituel. C'est vraiment quelque chose qui est uniquement fait avec entre le prêtre, le pujari et la sculpture. Et moi, j'aimais beaucoup aller regarder. Je trouvais ça très, très bon, en fait, ces moments-là. Et il nettoie tout partout autour. Enfin, il est très, très fastidieux dans son soin. Mais cette sculpture au centre de ce temple est vraiment une histoire, on peut dire, un peu particulière, un peu, on peut dire même miraculeuse, si on y croit, d'après les membres de la communauté et surtout d'après Kripalu. Parce que Kripalu, quand il avait 19 ans, il était un relativement jeune garçon et il avait quitté sa maison familiale dans le village pas très loin de Kaivarohan où il a grandi. Et il était à Bombay et il était censé, son père était décédé, il était censé trouver du travail et pouvoir renvoyer de l'argent pour soutenir sa mère et ses frères et sœurs et d'autres membres de la famille. Et il peinait, il avait de la peine à trouver du travail, ça ne marchait pas, il était très découragé d'après les récits que j'ai lus. Et à tel point qu'il voulait se suicider. Il est allé dans un temple pour prier parce qu'il avait décidé sur sa dernière nuit. Et pendant qu'il était en train de prier et pleurer dans le temple, un homme est venu mettre sa main sur son épaule et en gros lui a dit ne fais pas ce que tu es en train d'imaginer. Je sais ce que tu es en train d'imaginer, ne le fais pas, viens plutôt avec moi. Et cet homme est devenu son premier gourou, son premier maître spirituel qui l'aurait initié au yoga. Et il était avec ce gourou pendant 1 an et demi. Et puis après, ils avaient fait un pèlerinage ensemble, différents sites sacrés dans le nord de l'Inde. Et après 2 ou 3 semaines de pèlerinage ensemble, le maître aurait dit à Kripalu, bon, va faire ta sieste, je vois que tu es très fatigué avec toute cette marche qu'on fait, tout ça, ils avaient fait à pied. Et quand Kripalu s'est réveillé, après cette sieste, le maître avait disparu. Et il n'a plus jamais revu, il n'y avait pas de préavis que le maître allait disparaître. Le maître a disparu. Ça a eu lieu, on va dire, dans les années 1930 à peu près, hein. Et puis, en 1955, voilà, donc 20 ans, 25 ans après presque, Kripalu, qui avait continué donc sa vie spirituelle, et il était invité à venir à Kayavarohan. Et il était en train de visiter le village avec des villageois. Le temple que vous avez vu n'existait pas. Et ils lui ont amené dans un espace où il y avait beaucoup de petites sculptures de Shiva, dont celle-ci, cette sculpture-là. Et quand Kripalu a vu cette sculpture, apparemment, il est tombé tout de suite en prosternation, en dévotion, sur son ventre, les bras avant. C'est un geste qu'on voit aussi hein, encore là-bas, en disant, c'est mon gourou, j'ai finalement retrouvé mon gourou. Et donc, il aura fait un sorte d'amalgame où il aurait reconnu dans cette sculpture les traits de figure de son gourou. Et en fait, il s'est dit, ou il a compris à ce moment-là, que son gourou était rien d'autre que Lakulish lui-même. C'est-à-dire il avait eu Dieu comme gourou. Et que Dieu, Lakulish, s'est incarné pour aller le retrouver dans le temple hein, et lui transmettre le yoga comme mission et de lui donner comme mission de reconstruire donc un temple pour faire revivre la gloire de la religion hindoue et la gloire de Shiva, la gloire de la Kulish. Il a donné sa commission et donc quand Swami Kripalu a construit ce temple, c'était pour réaliser cette mission divine qu'il aurait reçue quand il a vu pour la première fois cette statue. Donc, c'est une statue qui joue un rôle important dans la communauté, comme on voit même encore aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de dévotion de cette statue. Sur les murs, tout autour du temple à l'intérieur, vous avez plein de petits reliefs, de petites sculptures que vous voyez ici, de Swami Kripalu en train de faire du yoga. Et en fait, j'ai parlé avec beaucoup de personnes et pour les personnes de la communauté, toutes ces postures de yoga que vous voyez Kripalu en train de faire,
il est, c'est difficile à expliquer, sont des postures spontanées. Ça, c'est le mot qu'ils utilisent, spontaneous yoga, spontané. Parce que l'idée, c'est que Kripalu ne savait pas faire du yoga. Il avait 19 ans, il n'avait jamais fait de yoga avant, il ne connaissait pas du tout le yoga. Et dès qu'il est rentré en contact avec, donc avec Dieu, avec la couliche, ce Dieu du yoga, c'est le Dieu qui lui aurait fait prendre les postures dans le mouvement de son énergie divine et son énergie vitale à l'intérieur de lui. Donc l'idée, c'est que la seule chose que Swami Kripalu faisait, c'est juste, il s'asseyait pour méditer, et au bout d'un moment, dans la méditation, tout d'un coup, il prenait une posture qui se trouvait être une posture du Hatha Yoga classique, et que la seule manière dont il pouvait faire ça, c'est parce que c'est Dieu qui dirigeait en quelque sorte la danse. C'était pas Kripalu lui-même. C'est pas quelqu'un qui a dit, OK, j'ai appris à faire dans un studio de yoga telle ou telle posture et maintenant je vais faire celle-là et après je vais faire celle-là. C'est totalement une autre idée de comment la pratique posturale vient. Pour eux, c'est quelque chose qui vient spontanément. On peut le faire, alors, et je leur ai demandé, je dis, mais alors pour nous, est-ce que nous, on est censé faire ces postures? Enfin, pourquoi ils sont là? Et les images sont là plus comme un souvenir de ces moments spontanés de Kripalu, pas tellement comme modèle à suivre pour nous. Ils ont dit, oh, si vous voulez, vous pouvez essayer, mais ça ne serait pas du tout la même chose parce que la posture de yoga, elle est seulement en quelque sorte vraie quand elle vient spontanément dans cette espèce de transmission divine. Donc ça, c'est vraiment la croyance et le discours que j'entendais beaucoup. Donc certaines des postures, on les reconnaît, hein, parce que c'est des postures, comme je disais, du Hatha Yoga, le répertoire assez classique hein, du Hatha Yoga qu'on pratique encore aujourd'hui. Certaines ont l'air très faciles. Je ne sais pas si vous voyez... oups, non, je ne voulais pas aller là encore. Ici en haut à droite, vous avez, je vais essayer de déplacer un peu mon image, je ne sais pas où vous me voyez, mais voilà, il y a une image en haut à droite, voilà, ça n'est pas trop compliqué, assis, allongé sur le côté avec un bras sous la tête, oui, ça, je pense, il n'y a pas trop de soucis pour le faire. Par contre, par exemple, le suivant, prendre la jambe et la passer au-dessus de la tête, bon, là, ça devient tout de suite un peu plus compliqué. Donc, il y a toute une gamme, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a toute une gamme de postures, dont certaines relativement accessibles et d'autres qui nous semblent, en tout cas pour moi, même après 20 ans, 25 ans de yoga, assez difficiles à imaginer à faire. Mais en tout cas, ça fait vraiment partie de la décoration de ce temple. Et d'ailleurs, ces petites images de quelqu'un faisant du yoga deviennent une sorte de leitmotiv du groupe. Et c'est des choses que j'ai vues partout. Chaque fois que j'allais dans un lieu, liés à cette communauté. On retrouve parfois beaucoup, comme ici, parfois juste deux ou trois panneaux. Ça dépend des lieux et des espaces disponibles, mais il y a toujours un peu cette représentation du yoga et, et ça fait partie de l'identité, vraiment l'identité visuelle publique de la communauté. Ce que vous voyez ici, c'est une sorte de véranda qui est face au temple. Donc, on est toujours à Kayavarohan, on est dans l'enceinte de cette terre qui lui a été offerte. Et il y a une sorte de véranda à l'ombre où on peut venir s'asseoir. Parfois, il y a des concerts de musique, différentes choses se passent dans cet espace, mais la plupart du temps, au quotidien, c'est juste vide. Mais sur le mur, ici, vous avez donc tout un panneau de photos. Alors là, c'est des photos, ce n'est pas des sculptures, de ces postures de Hatha Yoga. Et là, cette fois-ci, ce n'est pas Swami Kripalu, mais c'est son disciple Rajarshi Muni, celui qui a pris la direction du groupe, qui est représenté en train de faire des postures. Et je pense que c'est quelque chose, probablement, ça c'est ma théorie, que Rajarshi Muni faisait. Il a ajouté ces images-là pour dire que moi aussi, en gros, c'est pour dire que moi aussi, j'ai reçu ce contact divin et cet enseignement, cette transmission spontanée. Et donc, il voulait montrer, et non seulement il voulait montrer qu'il faisait la même chose que le gourou principal, Kripalu, mais aussi il y en a plus. Alors que dans le temple, il y a peut-être, je ne sais pas compter exactement, mais disons entre 250 300 postures représentées. Ici, sur ce mur, là, il y a plus de 500 postures. Donc, c'est presque pour dire il a dépassé
le maître précédent, hein, et c'est pour asseoir son propre pouvoir et faire en sorte que les gens restent, parce qu'il y a toujours un peu ce danger quand il y a un changement de leader, de direction, que la communauté ne reste pas avec le nouveau. Donc, c'est pour essayer, je pense, de renforcer et souligner son propre, entre guillemets, pouvoir dans la communauté, que ces images de Rajar Shimuni existent. Après, il y a tout un travail, il y aura un énorme travail à faire sur qu'est-ce qui est représenté, comment c'est classé, les traductions qui sont données ne sont pas toujours les mêmes que nous, on utilise entre le sanskrit. Là, Rajar Shimuni ajoute l'anglais, je trouvais ça quand même intéressant. Dans le temple, il n'y a que le sanskrit, et là, Rajar Shimuni, il a ajouté de l'anglais. Donc, on voit il vise une ouverture un peu plus grande, hein, de pouvoir attirer plus de personnes et faire comprendre par la langue anglaise ce qu'il est en train de faire, ce qu'il n'y avait pas avec Kripalu qui ne parlait pas anglais. Alors, dans le temple, à deux moments différents, au fil d'un mois, donc sur un mois, il y a deux moments dans le mois où la lune ressemble à un des symboles de Shiva. Shiva, un de ses symboles, c'est un lune croissant, la croissant lune, et elle est, vous le voyez dessiné là d'ailleurs sur le front de la sculpture ici. Et donc il y a des moments dans le moment, la phase où la lune est croissante et quand elle est décroissante, qu'on la voit un peu comme ça dans le ciel. Et beaucoup de personnes, ils sont encore très attachés à l'astrologie et au regard du ciel, les planètes. Et souvent, les gens voulaient me montrer, vous voyez là-haut, etc. C'est encore quelque chose qui est très présent pour eux. Et donc, quand il y a ces moments-là, il y a un festival qui s'appelle Pradosh et c'était fabuleux. Et on m'avait prévenu un peu que ça allait être vraiment quelque chose. Et en partie parce que c'est un moment où on fait beaucoup, c'est considéré comme un moment propice pour faire des offrandes. Donc, c'est-à-dire, si on veut faire une offrande à Shiva, à la Kulish, mieux vaut le faire sur le jour de Pradosh que sur un autre jour. Et il sera plus à même de prendre en considération votre offrande. Vous aurez plus de mérite, en quelque sorte, de lui offrir pendant Pradosh que de l'offrir à d'autres moments. Et dans Pradosh, il y a beaucoup plus de personnes qui viennent et il y a un grand moment d'offrande. Toute la cérémonie tourne autour d'une espèce de banquet qui est présenté à la divinité avec tous ces plats. 80% de ce qui est donné est préparé par les dévots eux-mêmes. Et c'était un de mes grands moments de plaisir pendant ce terrain, ce temps de recherche, de participer à la fabrication, enfin à la cuisine, hein, pour préparer les aliments qu'ils ont utilisés ensuite dans la cérémonie du Pradosh. Et donc, tout ça se fait assise par terre, hein, c'est assez impressionnant. Là, je suis avec Manashi. Vous voyez peut-être elle a le pantalon rouge et elle est assise sur elle a une toute petite plateforme qui est haut peut-être de 3-4 cm comme ça. Et tout autour d'elle, cette magnifique palette d'ingrédients, d'haricots, d'épices, de légumes. Et devant elle, petit feu et elle cuisine. Et ils m'ont donné une sorte de... Ce que je suis en train de faire, c'est des pommes de terre cuites avec du curcuma, il y a de la coriandre, des graines de moutarde, différentes choses dedans. Il y avait aussi des chilis verts dedans. Et moi, je devais d'abord rouler les espèces de boulettes de pommes de terre, de purée. Et après, ils vont préparer une pâte et tremper dans la pâte et après dans la friture. Donc, c'est un petit snack, un petit mets qu'ils préparent. Et une chose qui m'a vraiment impressionnée quand j'ai participé à cette matinée de préparation, c'était le calme. Le calme qui régnait parce qu'ils préparaient à manger pour, je ne sais pas, 250 personnes à peu près, et ils font ça 2 fois par mois. Donc, ils ont l'habitude. Mais ils ne sont pas dans le rush, hein. Imaginez une cuisine de restaurant quand il y a 250 convives qui vont venir manger. C'est ce qu'on appelle en France le coup de feu, hein. Ils sont là, tout le monde gueule, on crie, on court partout. C'est le vacarme. Mais là, au contraire, c'est calme. Tout le monde sait à peu près ce qu'on doit faire. On discute, on rigole, on danse. Parfois, ils chantaient. Ça se faisait aussi comme un acte presque de dévotion de faire la cuisine
dans la plus grande joie et le plus grand calme, sans le stress de ce qu'on ajoute beaucoup. On se demande vraiment, on vient à se demander pourquoi hein, on est comme ça et eux, ils sont comme ça. Et c'est quelque chose qui m'interroge et que je vais essayer en tout cas d'amener dans mes ateliers de cuisine. On verra demain soir si j'y arrive ou pas à garder le sourire et juste faire les choses dans l'ordre. Et puis, ça va se faire tôt ou tard. Et voilà, il y a quelque chose de très simple et de très agréable. Donc, c'était fascinant pour moi de participer à ça. Et donc, c'est Manashi qui m'a aussi expliqué un peu les plats, différentes préparations et qui m'a aidé à avoir des notions des recettes que je vais proposer dans mes ateliers de cuisine indienne pour les prochains mois. Voilà. Après la grande cérémonie de Pradosh, donc la cérémonie de Pradosh dure à peu près 3 heures. Donc c'est assez, c'est trop long à tout expliquer, tout ce qui se passe pendant ces 3 heures, mais c'est beaucoup de musique. En gros, c'est musique, mantra, offrande, nettoyage, lavage de la sculpture avec du lait, des choses comme ça. Très, très élaboré. Et après ça, l'alimentation, donc les grands plateaux que vous avez vus devant la sculpture, ils les enlèvent. Et la plupart du public part avec ça parce qu'en fait, après, tout le monde mange ça. Donc, tout le monde va partager ce repas ensemble. Et quelques dévots restent dans le temple. Et moi, je suis restée pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Et j'ai bien fait de rester parce qu'ils ont fait une autre petite cérémonie après. Et là, on est en dehors du temple. On est juste en dehors du temple, sous un sorte de véranda, où ils ont fait une nouvelle petite cérémonie du feu. Et on était peut-être une douzaine assises autour de ce feu ils ont allumé, dont le prêtre Swami Muktanand. Et je ne sais pas si vous voyez ce genou rose en bas de l'image, c'est le mien. Et en fait, là, dans cette cérémonie, c'est encore un moment de chanter des mantras. Et le mantra principal, c'est Om Namah Shivaya Namah Shivaha. Voilà, je rends hommage à Shiva. Hein. C'est un temple de Shiva, le Shiva associé avec le feu aussi. Et puis, en chantant le mantra autour du feu, tout le monde jette à un moment donné dans le feu des petites graines. La plupart des personnes, on ne le voit pas malheureusement sur cette photo, mais on a une petite coupelle. Et dans la coupelle, il y a un mélange de différentes graines, des graines de moutarde, il y a des petits bouts de cannelle, des épices. Et on jette ça dans le feu, en gros, après chaque répétition du mantra. Et Swami Muktanand, lui, il peut jeter des graines, mais lui, il donne aussi plein d'autres choses. Là, il est en train de verser du ghee. Ghee, c'est le beurre clarifié hein, que les Indiens utilisent beaucoup aussi en cuisine. Ils versent du ghee sur le feu et ça fait flamber le feu. Hein, ça fait pouf, comme l'huile prend feu. Il peut mettre des fruits entiers. Je l'ai vu mettre des bananes entières. Je l'ai vu mettre des mangues entières dans le feu. Et ce sont encore des offrandes qui donnent à ce feu et la fumée monte. Et j'ai enregistré, alors parce j'ai beaucoup fait ça aussi pour mes recherches, avec mon téléphone, j'ai enregistré différents moments. Et là, j'espère que vous allez pouvoir entendre. Je ne sais pas si le son va se transmettre via Zoom, malheureusement. Donc, je laisse un petit temps. Je chanterai un petit peu avec après, au cas où ça ne capte pas le son, mais j'espère que vous allez entendre. Attendez, voilà. Pas assez vite, hein, ça va vraiment vite et c'est murmurer, c'est pas chanter. À chaque fois, on jette des graines sur le feu. Et ça va comme ça pendant à peu près une demi-heure. Hein. C'est assez. Toutes ces cérémonies il se passe tellement de choses et ça dure dans le temps qu'on perd un peu nos repères temporels, même parfois spatials. Enfin, ça nous amène, ça peut amener dans une sorte de transe. Hein. Et ça, c'est après 3 heures de l'autre cérémonie. Enfin, moi, j'étais déjà complètement lessivée. Et d'aller là-dedans, c'est encore, ça nous amène avec la chaleur qui est assez intense, hein, parce qu'on est assez proche de ce feu. C'était très puissant. Et j'ai été heureuse de voir cette cérémonie parce que
quand j'ai fait ma première formation, pas ma première, ma deuxième formation pour être professeur de yoga, en fait, ma deuxième formation s'est fait avec une professeure américaine qui s'appelle Tom Gillette. Et Tom a vécu dans l'ashram Kripalu aux États-Unis pendant une quinzaine d'années. Et donc, c'est par Tom que je suis au courant de cette communauté. Et on avait fait notre année de formation. Et à la fin de l'année de formation, pour célébrer et marquer symboliquement la fin de notre formation, on a fait chez lui, derrière, dans un sorte de feu de camp, une cérémonie du feu comme ça, où on chantait un mantra et on jetait les graines nous, on jetait des graines de riz chez lui. Mais en tout cas, j'avais un lien personnel cette cérémonie et j'avais l'impression de remonter vraiment à la source de quelque chose que j'ai moi-même vécu. Donc, c'est beaucoup aussi un peu ça, la motivation de faire les recherches, c'est d'aller voir d'où ça vient en fait, tout ça, hein. Donc, c'est ce qui est assez intéressant. Voilà. Alors, il n'y a pas que le temple comment dire, dans l'espace, la ferme qui a été donnée. Il y a différents immeubles et qui sont espacés les uns par rapport aux autres. Et ça fait penser beaucoup pour moi à un campus universitaire, surtout comme on les a aux États-Unis, où il y a une sorte d'espace vert avec différents bâtiments par-ci, par-là. C'est un peu la même idée avec des routes qui passent ou des trottoirs qui amènent d'un lieu à un autre. Et je voulais aussi vous montrer ce bâtiment-là qui s'appelle le Kripalu Smriti Bhavan. Smriti means like le mémoire, hein, le souvenir ou le mémoire de Kripalu. Et Bhavan, c'est un peu le lieu ou l'espace, le bâtiment. Donc, c'est le bâtiment de Kripalu. C'est là où il a vécu pendant la construction du temple. Et c'est un bâtiment, donc évidemment, il n'y habite plus, il est décédé depuis 81. C'est un espace qu'ils utilisent pour des cours collectifs de posture, posturale, hein, comme nous, ce qu'on entend par cours de yoga. Mais moi, je n'ai pas vu ça avoir lieu là pendant que j'étais là. L'espace de pratique est entouré, vous voyez de nouveau sur les murs, toutes ces petites photos sont les photos qui ont servi de modèle pour les reliefs dans le temple. Donc, ce sont des photos de Swami Kripalu en train de réaliser spontanément ces postures de yoga. Et donc, c'est un espace qui est ouvert, enfin couvert, mais ouvert à la nature, parce que là, il y a pas vraiment il n'y a pas des fenêtres qui se ferment, là, donc il y a l'air frais qui rentre. Et c'est assez agréable, vous voyez, à des ventilateurs. Je pense que ça doit être un espace assez agréable de pratiquer le yoga, mais même si j'ai vu personne pratiquer là. Mais ce que j'aimerais vous montrer, c'est, vous voyez cette porte brun avec une cadenas dessus. Derrière, il y a un espace important pour la communauté. Et Indu, elle a pu avoir la clé parce qu'elle connaît tout le monde. Donc, elle a qu'à aller demander est-ce que je peux avoir la clé, etc. Et puis, on lui donne la clé. Et donc, ça, c'est aussi un avantage quand on fait des recherches de connaître les bonnes personnes parce qu'ils peuvent vraiment vous aider à avoir des accès à des espaces. Et donc, derrière, dans cette pièce, oups, on va essayer d'avancer. Voilà, il y a donc au rez-de-chaussée un sorte d'hôtel, hein, aujourd'hui à Swami Kripalu, encore une représentation de lui, où les gens vont, les fidèles qui peuvent avoir accès à cette pièce, vont tous aller se prosterner devant le Swami, dire une prière, peut-être donner une petite fleur ou quelque chose. Il a aussi, il y a une photo, ils ont ajouté une photo de son disciple Rajarshi Muni, qui est vers la fin de sa vie, donc beaucoup plus âgé que ce que vous avez vu sur la première photo. Et c'est un peu posé au milieu de l'espace et il y a un escalier qui descend. Je vais vous montrer dans un moment qu'est-ce qu'il y a en bas parce que c'est extrêmement important et ça explique un peu pourquoi aussi cette sculpture et cet hôtel quasi religieux est posé là. Kripalu est vraiment considéré comme un saint, hein. Je pense dans l'échelle de l'hierarchie divine, il est considéré comme un saint. Il n'est pas considéré comme un dieu lui-même, mais c'est un homme saint et donc on peut le vénérer comme les catholiques vont vénérer différents saints. Tout autour, derrière, il y a des photographies, des différents portraits de Kripalu avec différentes expressions, beaucoup de sourires. Il était un peu théâtral, il aimait bien prendre des expressions un peu dramatiques pour raconter des histoires et ça témoigne un peu de cet aspect-là de son existence.
Et puis, c'est aussi un espace qui est utilisé pour des cérémonies ou des moments un peu plus privés, un peu plus fermés, pas au grand public. Et moi, j'ai eu la chance, donc, c'était non seulement Diwali, mais c'était aussi l'anniversaire de Swami Muktanand pendant que j'étais là-bas. Donc, Swami Muktanand était un disciple, un élève de Rajarshi Muni, hein. Donc, c'est un peu comme les générations dans une famille, hein. Vous avez le grand-père, le père, on pourrait dire, et le fils. Le fils aujourd'hui, Swami Muktanand, est encore là. Il serait en quelque sorte en lice pour reprendre la direction, pour devenir le maître spirituel de tout le groupe. Je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer du tout sur qui ça va être parce qu'il y a d'autres swamis aussi qui pourraient prétendre cette position. Mais là, c'était son anniversaire et ça a lieu. Et donc, vous voyez comme ils font avec des fleurs, toujours des trucs magnifiques. Donc, tout ça, ça a été mis en place et le Swami est arrivé. Bon, il savait qu'il allait se passer quelque chose pour son anniversaire, donc ce n'était pas une grande surprise. Mais voilà, il a découvert qui était là, quelle décoration ils ont fait, etc. Et donc, plein de photos aussi de tout le groupe, etc. Et donc, ça, c'est un moment où Indu et moi, nous avons été invités à participer. Mais l'espace, je vous ai indiqué l'escalier qui descend. En fait, tout cet immeuble, en fait, est important pour la communauté parce que c'est dans cet espace, quand vous descendez, il y a un petit espace qui est celui-ci. Et c'est ici que Swami Kripalu faisait du yoga. C'est ici qu'il méditait, c'est ici qu'il s'isolait du public. Il voulait s'éloigner de tout le brouhaha de la construction du temple et chercher un lieu calme pour sa pratique. Et donc, c'est le lieu où il pratiquait. Et juste extrêmement, comment dire, simple, avec juste un tapis, un petit plateforme avec un, comme c'est décrit dans les textes anciens, quand vous lisez des textes, ils décrivent qu'est-ce qu'il faudrait avoir pour faire du yoga. Nous, aujourd'hui, c'est des tapis, mais eux, ils préconisaient d'avoir un pot de daim. Et donc, il a un pot de daim sur lequel il se mettait pour pratiquer. C'est là où il se mettait à s'asseoir et pour méditer et qu'après, il était traversé par l'énergie divine, l'énergie de la vie, l'énergie de l'univers, qui l'amenait après à parfois écrire de la musique, à chanter. Swami Kripalu est connu aussi pour sa musique et beaucoup de chansons, j'entendais par moments, sont encore chantées aujourd'hui. Où il se mettait à danser, où il se mettait à faire des postures de yoga, ou voilà, plein de différentes expressions que ce mouvement du prana pourrait avoir pour lui. Ça se passait là. Et donc, pour les dévots qui descendent, si on a la chance de pouvoir descendre là, parce que ce que j'ai pu comprendre, c'est que tout le monde n'a pas cette chance hein, que j'ai pu avoir pour descendre. Et même, je suis descendue deux ou trois fois. Et c'est seulement la dernière fois où j'ai osé demander est-ce que je peux faire une photo, parce qu'on sent que c'est un lieu très sacré pour la communauté. Eux, ils arrivent en bas et ils se mettent à plein ventre par terre avec les bras devant en vénération et en prière vers ce lieu qui pour eux a encore et chargé encore de l'énergie divine hein, de ce que Swami Kripalu a pu vivre dans cet espace. Et il est connu pour avoir pratiqué beaucoup. Quand je dis beaucoup, ils disent tous, ils me disent 10 heures par jour, 10 heures de yoga par jour, tout en dirigeant après la communauté, le temple, etc. Donc, ça suggère qu'il a passé vraiment beaucoup de temps là. Nous, quand on regarde ça, on se dit, ouh là là, je ne sais pas si je pourrais passer même 3 heures dans cette pièce. On est au sous-sol, il n'y a pas de fenêtre, il y a peu d'air, il n'y a pas de décoration, c'est un peu humide. Mais eux, ils s'en foutaient complètement, enfin, excusez-moi l'expression, mais de ce qu'il y a autour, parce que eux, c'était à l'intérieur que ça se passait. Donc, ils fermaient les yeux, peu importe ce qu'il y avait dehors, c'était dedans. Et mieux, c'était, moins il y avait des choses dehors, moins on était, comment dire, appelé à aller vers le dehors. Peut-être c'est plus facile d'aller à l'intérieur quand c'est pas très intéressant ce qu'il y a autour hein, aussi. Donc, en tout cas, voilà, c'est un lieu qui est très important pour la communauté. J'étais touchée de pouvoir, en tout cas, aller le voir. Oups.
Voilà, j'essaie d'avancer. OK. Donc, ces cérémonies, c'était le matin, le soir, hein, visite du temple, les différents immeubles, tout ça. On a fait pendant quelques jours. Et puis, on a commencé à aller visiter différents endroits qui sont aussi liés à la communauté. Et avant d'aller à Kaivarohan et de lancer ce projet de construction de temple, l'ashram principal de Kripalu était ici, un village qui s'appelle Malau, même si ça s'écrit avec un V à la fin, ça se prononce Malau. Et donc, il y a encore l'ashram, et qui est considéré aujourd'hui, je dirais, comme l'ashram principal. Un ashram, ça veut dire beaucoup de choses en Inde, mais on peut dire, c'est une plus simple expression, c'est un lieu de vie communal, un lieu de vie où une communauté se retrouve pour vivre ensemble selon certains principes. Après, bon, ça peut être toutes sortes de principes différents et variés, il peut y avoir toutes sortes de pratiques plus ou moins importantes, mais un lieu de vie communal autour d'une idée spirituelle, religieuse ou autre. Donc, l'ashram de Malau, il est à peu près 1 heure et demie en voiture de Kaivarohan. Donc, on est allé le voir un jour. Et on a, donc ça c'est l'entrée quand vous rentrez dans l'ashram. Et on a pu avoir la visite des lieux du Swami, donc qui s'occupe de ce, qui est un peu l'administrateur principal hein, de l'ashram Malau. Il s'appelle Amandlaji. Et il nous a fait une visite. Bon, c'était un petit peu expéditif, donc fallait marcher vite pour le suivre. Et là, il nous montre leur espace pour faire des postures, l'espace dédié à des cours collectifs de yoga. Mais vous voyez, c'est toujours vide. En fait, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu. Premièrement, parce qu'ils ne font pas beaucoup de cours collectifs de yoga. Ce n'est pas un modèle qu'ils utilisent. Pour eux, le yoga, que ce soit méditation ou pratique posturale, ça se fait seul. Et ça se fait seul et ça se fait en principe tôt le matin avant que la journée ne commence. Donc, ce n'est pas des choses qu'on voit. On ne voit pas. C'est peut-être ces espaces-là, c'est pour les enfants. Oui, on peut montrer aux enfants comment faire le yoga, on peut faire des cours avec des enfants, mais il n'y a pas pour adultes des cours de yoga. J'étais un peu surprise qu'il n'y avait pas, mais il y en a pas. Je pense que c'est aussi vide parce que il n'y a pas de gourou en ce moment, il n'y a pas de maître spirituel. Donc, ça fait que c'était particulièrement vide parce que un des éléments de ces ashrams sont des lieux de vie. Et Swami Amanlaji était très fier de nous montrer ce nouveau bâtiment qui vient d'inaugurer au mois de mars 2023, donc très récent. Et c'est qu'un bâtiment résidentiel. Il y a des chambres, il y a, je pense, il m'a dit 22 chambres. Et donc, chaque chambre, ils peuvent loger entre 2 et 6 personnes, ça dépend des chambres. Donc, ça fait de la place pour un groupe de personnes quand même assez conséquent. Vous voyez tout au fond ici un sort d'extension, enfin une terrasse qui est en hauteur. C'est un lieu où on peut aussi pratiquer dehors, hein. Le matin, il est à l'ombre et donc on peut pratiquer dehors. Ici, un exemple d'une chambre, ils sont, voilà, avec très, comme c'est moderne et contemporain, ben, il y a des toilettes correctes, des salles de bain correctes, tout est très propre, c'est très neuf, hein. Après, c'est pas le lieu, j'ai pas trouvé personnellement très attirant et c'est pas un lieu où, en tout cas pour l'instant, moi, j'ai pas envie de vous amener là-bas, d'organiser une visite dans ces lieux, d'aller pratiquer ou vivre dans ces espaces. Je ne sais pas, pour moi, il y a quelque chose encore qui, soit je ne les connais pas assez bien encore, ou il n'y a pas assez de personnes. C'est un peu vide et ça fait un peu, parfois un petit peu austère. Il y a un côté austère hein, à ces espaces, comme vous voyez, sans aucune décoration, des lumières souvent très fortes, un peu glauques. C'est pas des lieux qui donnent super envie de dire, ah oui, on va aller là pour faire du yoga. Mais en tout cas, ça existe, ça fait partie. Et puis aussi, les ashrams, toujours, ils ont un lieu pour les vaches. Les vaches sont sacrées en Inde, donc c'est important pour eux d'avoir des vaches. Et à tel point c'est sacré qu'on enlève ses chaussures pour aller visiter les vaches, ce qu'il faut quand même le faire quand on est occidental et on n'a pas l'habitude de marcher dans ce genre d'ambiance pieds nus. Mais je l'ai fait, voilà, ça fait partie quand on est en Inde, on fait comme les Indiens et pour ne pas les insulter. Enfin, je pense que j'aurais pas pu rentrer en gardant mes chaussures. Donc voilà, on est allé dire bonjour aux vaches pendant la visite. Donc un ashram, il peut avoir différentes zones ou différentes parties, hein. Il y a l'espace où on habite, et puis l'espace pour les vaches, un espace de pratique. Il y a parfois une petite bibliothèque. Il y a aussi, bien évidemment, un lieu pour manger.
Et ça, c'est le cafétéria de l'ashram où ils nous ont servi un déjeuner, un repas. Le repas est souvent sous ce mode, les Indiens appellent ça un thali, avec différents bols, avec différentes préparations, et puis toujours un peu du pain qui n'est pas levé, hein, du pain plat, du chapati ou des rôtis, ils appellent ça l'un ou l'autre, avec des légumes, du riz. C'était assez simple, mais toujours très bon. Et l'avantage de manger dans les ashrams, c'est qu'en général, ce n'est pas épicé. Et enfin, ils mettent des épices qui parfument, mais pas le côté piquant, hein. Il n'y a pas les piments. C'est pas chaud sur la bouche. On pleure pas après deux bouchées. Et ça, c'est assez agréable parce qu'ailleurs, ça peut être vraiment très, très difficile de manger dans des restaurants ou d'autres lieux. Et puis, il y a toujours les images des gourous, voilà, parfois des petites expressions, des petites phrases sur les murs, des choses qui rappellent ce pourquoi on est là. Mais comme vous voyez, complètement vide. Enfin, il y avait quasiment personne. Ils avaient juste deux petites tables quand il y avait par hasard quelqu'un comme nous qui passait. Mais on sent qu'en ce moment, en tout cas, c'est un lieu avec beaucoup de potentiel, mais qui ne vit pas à son potentiel aujourd'hui. Juste en face, il y a un lieu aussi qui est complètement incroyable au niveau architectural et aussi au niveau de l'histoire de cette communauté. Donc, c'est un mandir, c'est un temple. Donc, c'est un temple. Et en fait, c'est le lieu où Kripalu est enterré. Quand il est décédé en 81, la communauté a décidé de l'enterrer en face de son ashram, hein, parce qu'il y a là aussi une famille qui a donné de la terre, enfin des terres pour pouvoir utiliser cet espace comme lieu pour enterrer Kripalu. C'est juste en face de l'ashram de Malawi. Sauf que ce qui s'est passé, à vrai dire, quand Kripalu est décédé en 81, c'est que le Swami Rajarshi qui a pris la direction du groupe, il n'était pas le seul Swami à prétendre être le chef spirituel de la lignée. Il y avait un deuxième et même un troisième qui pensaient qu'eux aussi, ils auraient pu jouer ce rôle-là. Et cet espace-là, ce temple a été construit par un swami, on va dire, rebelle, en fait, ou non orthodoxe, parce qu'un peu en dehors de la tradition et un peu en conflit avec le Rajarshi Muni sur qui était le véritable successeur ou disciple à prendre le relais. Et ça fait une scission tellement forte dans la communauté. Donc, il y a ceux qui sont restés avec Rajarshi Muni, avec Kaiva Rohan, Malao, etc. Et puis, il y a ceux qui étaient alignés plutôt avec cet autre swami qui s'appelait Ashutosh. Et, et tellement la dispute était grande entre les deux factions, on pourrait dire, de l'école, que on ne pouvait pas librement aller de l'un à l'autre, même s'ils sont juste en face. Il y a juste une petite route qui les sépare, hein. On ne pouvait pas. Enfin, s'ils savaient que vous avez été là-bas, vous ne pouvez pas aller dans l'un ou dans l'autre et vice-versa. Vous voyez, ils se détestaient à ce point-là. Aujourd'hui, ça commence à se détendre un peu. Et je pense que c'est parce que voilà, Vijayashimuni est décédé, Ashutosh n'est plus en Inde. Je c'est un peu compliqué de savoir. Il paraît qu'il est encore en vie, il paraît que peut-être qu'il est aux États-Unis. Enfin, personne ne sait vraiment exactement où il est. Donc ça aussi, ça reste un peu un côté un peu mystérieux de qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne, pourquoi il n'est plus là. Mais en tout cas, il a su réunir les fonds nécessaires pour construire ce bâtiment qui est absolument incroyable. Et ce temple a été inauguré en 2016, donc très récemment, hein. Il a fallu depuis 81 jusqu'à 2016 pour réunir les fonds, faire construire le bâtiment, etc. Et donc, mais j'ai pu aller les visiter. Donc, quand vous arrivez devant l'immeuble et vous montez ces marches, vous allez vraiment dans un espace qui est un temple. Et Swami Kripalu est enterré en dessous. Et il faut faire le tour de ces petits murs que vous voyez à droite à gauche. Et puis, il y a d'autres escaliers qui descendent, hein. Et quand on descend, donc on est à un niveau sous terre. Et là, on est au niveau où il y a le cénotaphe, le monument funéraire de Swami Kripalu. Et une des personnes avec qui j'ai parlé là-bas, qui m'expliquait un petit peu cette scission et le conflit dans la communauté, il me disait qu'un des motifs de la colère de ceux qui sont restés avec Rajarshi Muni, c'est qu'apparemment,
Déjà, premièrement, Swami Kripalu, il ne voulait pas un gros truc. Il voulait un petit monument tout simple. Il n'avait pas prétention à qu'on fasse un truc complètement farfelu pour lui. Donc ça, déjà, ils sont allés contre les souhaits, ils se seraient allés contre les souhaits de Swami Kripalu lui-même. Et puis, deuxièmement, apparemment, entre guillemets, ça ne se fait pas de mettre un temple sur un lieu d'enterrement. Un temple, il peut être ici. Il aurait pu faire le cénotaphe ici, le temple ici, mais ils ont superposé les deux. Et apparemment, pour cette personne-là, en tout cas, ça ne se fait pas. Et c'est tellement choquant pour eux d'avoir un temple au-dessus d'un lieu où quelqu'un est enterré. Parce que c'est très rare en Inde que les personnes, en fait, les personnes ne sont pas enterrées en Inde. La vaste majorité des personnes sont incinérées en Inde. C'est la tradition culturelle qui veut ça. Les seules personnes qui sont enterrées sont les swamis ou les saints, les hommes religieux. Et leur corps, leur cadavre est considéré comme, tout en étant mort, en ayant des propriétés divines puissantes pour pouvoir purifier la terre. Et donc, on enterre ces corps-là pour purifier la terre. Hein, mais c'est les seuls. Mais il y a voilà, beaucoup de croyances et on peut imaginer, hein, de rituels spécifiques à ça. Et cet endroit peut-être aurait, ça c'est quelque chose que je dois confirmer parce que je sais, je connais pas assez bien ces aspects-là de la culture indienne pour savoir si c'est vrai. Mais en tout cas, s'il me l'a dit, je pense c'est clair qu'il y a des gens qui le pensent en tout cas. Et donc, j'ai pas fait beaucoup de photos en haut parce que on était un peu suivi par ça arrive, hein, on est un peu suivi par un prêtre qui aimerait une petite offrande ou quelque chose et donc il vous lâche pas. Et c'est un peu affiché partout de ne pas faire des photos. Donc, j'ai pas voulu, voilà, créer des soucis ou avoir des problèmes, mais j'ai fait quelques petites photos et on voit juste ça, c'est le parti en haut, donc le temple. Tout est en marbre, c'est reluisant, tout est parfaitement neuf, c'est plus que nickel. Mais c'est très froid, hein, quelque part. C'est très, mais il y a très peu de monde qui vient là. Je sais pas, c'est un lieu un peu surprenant. Euh, les sculptures des divinités, parce il y a plein de divinités aussi représentées. Ganesh ici, l'éléphant, euh, voilà, très contemporain. Hein, je vais pas dire plus, mais voilà, très coloré. C'est des choses qui sont faites dernièrement. Hein. Des gens, mais ils amènent, voilà, on voit les fleurs et tout ça. Les gens viennent vénérer quand même ces sculptures récentes. Mais voilà, là, quand on descend en bas, là, on arrive au monument funéraire de Kripalu. Et donc, il est représenté assis en méditation. Donc, ça, c'est une sculpture. Et le corps serait enterré en dessous. Et c'est vrai que dans cette tradition, quand un gourou est enterré, il est enterré dans la posture de lotus, hein, assise en méditation. Il n'est pas couché à plat comme nous dans une bière à l'européenne. Hein. Il est enterré assis. Et puis derrière, vous voyez aussi sur les murs en haut, derrière lui, de nouveau, c'est leitmotiv de toutes ces petites reliefs avec les différentes postures de yoga. C'est vraiment des choses qu'on voit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là aussi, c'est donc les gens, quand ils viennent, ils tournent autour. Hein, il y a une sorte de promenade rituelle, pèlerinage à faire, de tourner autour trois fois hein, de cet espace circulaire, hein, de ce monument. Et après, une fois qu'on a fait ça, on peut soit partir, c'est ce que font beaucoup de gens. Hein. Pour beaucoup de personnes, la visite est très vite. Ils viennent, ils font leurs trois tours, ils disent une petite prière, peut-être qu'ils laissent une pièce dans le tronc devant ou ils donnent une fleur ou quelque chose, ou pas, et puis ils partent. Hein. C'est vraiment des choses qui se font quotidiennement, mais rapidement. Ou bien, on peut, si on veut, hein, on est invité à rester méditer, mais il n'y a rien. Voilà, encore quelques petites images de ces petites reliefs, ils sont sympas. Moi, je suis fascinée par ces choses-là. Et comme j'ai dit, il y aurait un travail important. J'ai essayé de documenter le plus possible ces petites reliefs. Mais voilà, l'espace est vide. Il n'y a rien, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de coussin. Ça, c'est moi, donc, qui est assise en train de méditer. Et ce jour-là, j'ai eu l'occasion de revenir à cet endroit. Et j'ai pris un coussin de méditation parce que c'était tellement dur de s'asseoir directement par terre sur le marbre sans rien que j'ai été prévoyante la deuxième fois et j'ai pu rester beaucoup plus longtemps et méditer. Et en fait, la photo a été prise par le chauffeur qui m'a amené à Malau ce jour-là.
parce qu'il était inquiet que je ne revenais pas à la voiture, il ne comprenait pas, donc il est venu voir pour vérifier que tout allait bien, que je n'avais pas de soucis, et enfin, il m'a vu en train de méditer comme ça, je pense qu'il a compris, il a fait la photo qu'il m'a envoyée plus tard, et c'est vrai que c'était une méditation pour moi très puissante, parce qu'on est très vite... c'est un lieu pour moi, ce lieu, pas tellement le temple en haut, mais cet espace-là en bas. La première fois quand je suis rentrée là, c'était émouvant pour moi parce que j'avais la phrase qui me tournait dans ma tête tout le temps, dans cet espace, c'est que donc, c'est vrai, il a vraiment vécu. He really existed. Il a réellement existé. C'était quelque chose que j'ai senti physiquement à cet endroit, parce qu'avant, c'était juste des histoires que les gens me racontaient ou des images que j'ai vues, des vidéos sur YouTube. C'était quelque chose de pas très concret. Mais là, quand on est si proche du reste, on peut dire matériel, de ce qui peut rester, je ne sais pas, après 40 ans, de son corps, mais il y a un côté matériel de présence très fort et ça m'a frappé, ça m'a vraiment marqué là et c'était assez puissant et je pense que c'est un espace qui mérite, j'aurais voulu avoir plus de temps pour juste aller méditer là. Je pense qu'on peut assez facilement rentrer tout de suite dans des états de méditation assez profonds dans dans ce genre de lieu. Quand on a, mais peut-être justement parce que j'ai un lien, on va dire, personnel avec la tradition, même si je suis pas la personne qui va me coucher à plat ventre avec les bras devant et commencer à pleurer. C'est pas ma vénération n'est pas à ce degré expressif ou développé, mais quand même, ça me touche personnellement, en tout cas, cette tradition et cet enseignement que de quelqu'un que j'ai jamais connu finalement, mais que de par différents chemins, hein, mystérieux parfois de la vie font que je me sens liée néanmoins à la tradition et à cette lignée. Ça clôt un peu le chapitre Rohan et les différents sites. Il y en avait d'autres, mais je n'ai pas le temps de tout montrer. Mais je voulais juste vous montrer aussi. Donc, j'ai passé, comme j'ai dit, 3 semaines à Rohan à faire des petites sorties à droite à gauche, comme à Malau. Mais les derniers 10 jours de mon séjour de recherche ont eu lieu à Ahmedabad, qui est la cinquième ville plus grande de l'Inde, donc une grande métropole. Et je suis allée à Ahmedabad parce que c'est à Ahmedabad que la communauté a ouvert une université de yoga. Et je vais vous montrer des photos et vous parler de ça brièvement dans un moment. Mais aussi, Ahmedabad me fascinait parce que c'était la ville, le siège, on peut dire, de Gandhi. Pour Gandhi, le grand personne qui a participé à la libération de l'Inde, l'indépendance, hein, la lutte pour l'indépendance. Gandhi, je pense que vous connaissez tous son histoire. Je ne vais pas vous rentrer dans le détail de la vie de Gandhi, mais en tout cas, c'est quelqu'un que j'admire, que j'ai lu, j'ai regardé des films. C'était peut-être un de mes premiers contacts avec l'Inde quand j'étais enfant, quand le film Le Grand Épopée de 3 heures est sorti en 1981. J'avais 11 ans, je suis née en 70. Et ma mère m'a amené voir ce film sur Gandhi, alors que c'est vraiment pas le genre de film que ma mère. Je regrette que ma mère n'est pas là, que je puisse pas lui demander, mais pourquoi tu m'as amené voir ce film sur Gandhi? Mais on est allé voir le film et je pense, ça m'a un peu bouleversée à mes 11 ans. C'était vraiment le premier contact certainement que j'ai eu avec la culture indienne. Et donc, c'était aussi émouvant pour moi d'aller sur les terrains de Gandhi. Et Gandhi, entre autres, il a créé une université. Et comme je suis universitaire et j'adore les campus et j'adore l'ambiance des universités, tout ça, j'étais très heureuse. En fait, je suis allée visiter l'université créée par Gandhi, la Vidyapith, qu'il a ouvert en 1920. Je suis allée le jour de mon anniversaire parce que j'ai passé mon anniversaire en Inde et je me suis demandé, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai rien dit à personne que c'était mon anniversaire là-bas. Je voulais pas que ça devienne distraction et que ça fasse une histoire. Mais je me suis dit, je veux quand même prendre un peu de temps pour faire un truc que moi j'ai envie de faire. Et donc, je suis allée visiter le campus où Gandhi était. Et quand on se promène sur ce campus, donc c'est très joli, et c'est très paisible. Il y a des sortes
sorte de petite route interne, mais il n'y a pas de circulation, et très décoré, hein, il y a plein de rangolis par terre. Alors là, ils sont peints, c'est pas juste de la farine de riz coloré, mais c'est carrément peint, donc ça reste un peu plus longtemps. Les décorations sur les arbres, ils les décorent comme ça en fait, c'est un traitement pour empêcher les parasites de s'installer dans le tronc de l'arbre et d'attaquer. Donc, c'est à la fois, c'est joindre comment dire, l'agréable à l'utile ou quelque chose comme ça, l'expression. Juste quelque chose qui est gay, mais en même temps qui a une fonction pratique. Et sur le campus, un des lieux que j'étais touchée d'aller voir, c'était un centre. Donc, il y a un centre d'études sur la non-violence, Ahimsa. Et Ahimsa, c'est une valeur du yoga, en fait. C'est dans les textes éthiques sur le yoga, on est incité à cultiver la non-violence. Et c'est vite dit, c'est très beau comme idée, mais après, c'est comment faire. Parce que voilà, l'idée, c'est que nous avons malheureusement en nous des graines de violence, la culture extrêmement violente. Et quand ça arrive à un état de guerre, hein, on est déjà à l'extrême expression de la violence. Mais comment est-ce qu'on ne pourrait pas agir en amont pour empêcher la violence de s'amplifier à ce niveau-là, hein? Donc, il y a aujourd'hui, les gens qui viennent du monde entier pour étudier les principes de non-violence et des techniques et des formations non-violentes. Si jamais un jour j'ai l'occasion, j'irai volontiers suivre une formation non-violente à Ahmedabad sous l'enseignement, enfin, sous l'ombre de Gandhi. Et puis, il y a plein de petites décorations sympathiques et très, très jolies partout, ce qui fait que c'est très agréable de flâner sur ce campus. Et beaucoup des homes à droite, vous voyez sur l'immeuble, au-dessus de cette ouverture en bas, en blanc, là, ça c'est le home. Et il est répété un peu plus haut, hein, vous le voyez peut-être en haut de la photo. Et puis des petites postures de yoga, là, des personnes qui font du yoga. Et donc, c'est quelque chose, on est tout le temps, même si c'est pas le sujet principal de cet espace-là, c'est toujours là. C'est toujours, on est un peu dans cette espèce d'ambiance yoga, paix, Ahimsa, c'est assez sympa aussi d'être dans ces espaces-là. Ils font aussi de l'enseignement direct du yoga dans cette université. C'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, je suis allée trouver l'immeuble. Malheureusement, quand j'étais là, comme j'ai dit, c'était les vacances de Diwali. C'est comme les fêtes de fin d'année pour eux. Et donc, ils avaient 2 ou 3 semaines de vacances. Et donc, il n'y avait pas du tout d'étudiants, il n'y avait pas de profs. Enfin, il n'y avait pas grand monde sur le campus quand j'y étais. Mais j'ai pu voir que ça, c'est l'immeuble principal où ils donnent les cours de yoga. Et tout autour aussi, il y a des traces qu'on n'est pas loin du lieu de yoga parce qu'il y a ces petits personnages qui sont peints sur les murs en différentes postures de yoga. Donc, parfois, c'est un petit peu délabré, mais parfois, ça donne aussi un peu le charme, hein. En Inde, souvent, les choses avec les moussons et les conditions climatiques, l'humidité et autres, c'est difficile d'entretenir, hein, des peintures, des choses comme ça. Mais en tout cas, on sent qu'il y a un intérêt pour la pratique posturale dans ces espaces ici un peu stylisés en allant vers l'abstraction assez sympa. Mais voilà, le but principal de mon temps à Ahmedabad, c'était justement de venir ici. Je déplace mon petite photo. La College Yoga University. Et c'est le siège donc d'une université qui a été créée par la lignée en 2012. Et ce bâtiment est censé représenter une fleur de lotus en train de s'ouvrir. Et il est situé sur vraiment une sorte d'autoroute, comme un boulevard périphérique qui est à l'extérieur de la ville d'Ahmedabad. C'est pas du tout dans le centre historique, c'est vraiment à l'extérieur. Et tout autour, vous voyez derrière les immenses immeubles en construction. L'Inde est en train d'exploser avec la construction et surtout le Gujarat, qui est l'État du président actuel Narendra Modi, enfin le Premier ministre indien s'appelle Modi, et il est originaire du Gujarat. Et donc, il y a beaucoup d'argent en ce moment dans le Gujarat et beaucoup de financement de projets privés et publics. Et donc, on a l'impression que, tout comme on se plaint de Paris que c'est un gros chantier, l'Inde, c'est un gros chantier en ce moment. Et donc, ils ont réussi à avoir ce terrain. D'ailleurs, le terrain sur lequel ce bâtiment est construit a été loué à la lignée pour 1 euro symbolique. Et il y a des liens assez importants entre la lignée et le gouvernement de Modi.
Je ne peux pas dire grand-chose parce qu'en fait, à part les liens qui sont apparents, je peux pas, j'ai pas eu le temps encore de creuser cet aspect-là. Mais en tout cas, les terres ici, c'est pas un dévot qui leur a donné ces terres, c'est loué pour 99 ans pour une roupie. Donc, quand vous savez qu'il faut, euh, pour avoir 1 euro, il faut avoir à peu près 83 roupies. Voilà, ça fait très, très peu cher pour avoir un terrain pour 99 ans. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit louer entre guillemets, parce que voilà, ce roupie est complètement symbolique. Et quand on rentre sous la voûte de cet espace, voilà, il y a une sorte de voûte, et puis on retrouve, vous voyez sur les murs, ces panneaux avec toutes les petites reliefs, enfin, c'est des photos de nouveau de Rajarshi Muni en train de faire les postures. Et il y a une statue donc de Lakulish, donc l'université ici s'appelle Lakulish Yoga University parce que Lakulish, c'est la divinité, l'incarnation de Shiva qui est derrière toute cette lignée. Et cette image, cette représentation est censée montrer la couliche telle qu'il est apparu à Rajarshi Muni. Donc, ce n'est plus la couliche de Kripalu, maintenant c'est la couliche de Rajarshi Muni et il a fait faire des nouvelles représentations de la couliche comme lui, il aurait vu dans ses visions, parce qu'ils parlent tous dans la communauté d'avoir eu des visions et avoir vu et parlé avec la divinité dans des états méditatifs profonds. Et donc là, il y a une sculpture de la Couliche qui est là aussi. Vous le voyez tout à droite là, mais quand vous rentrez, il est juste en face, hein. Et c'était assez drôle quand je suis arrivée dans ce bâtiment parce que pour la première fois, j'avais eu un contact dans un des ashrams avec quelqu'un qui a à la fois un professeur, mais quelqu'un de très important dans la création de l'université. Vous allez le voir en photo dans un petit instant. Et donc, il m'a dit, oui, oui, venez, venez, je vais vous montrer le campus et tout ça, je vais vous expliquer différentes choses sur l'université. Et j'ai dit, oui, ok, super. Et j'ai dit, j'espère que je vais pouvoir rencontrer des étudiants aussi. Et il a dit, ah non, non, je suis désolée, c'est les vacances de Diwali, il n'y a plus de cours, les gens préparent leurs examens. Voilà, c'est malheureusement pour vous, vous tombez au mauvais moment. Donc j'ai dit, oh mince, j'étais un peu frustrée avec ça, mais c'est très difficile d'avoir des informations concrètes sur les dates en Inde. Et donc finalement, j'ai dit, bon, je dois quand même aller voir cette université parce que de plus en plus, le focus de mes recherches pour mon master's tourne autour de cette université. Là, je vous ai beaucoup parlé de la lignée de manière générale, mais mon travail se focalise beaucoup sur cette université. Et donc, il fallait que je me devais d'y aller, voilà, même s'il y avait peu de monde, voilà, il fallait quand même que je fasse ce que je peux faire. Et j'arrive dans le bâtiment. Premier jour, je pense, je vais juste retrouver ce professeur et on va peut-être passer 1 heure ou 2 heures ensemble. Il va me montrer un peu des choses. Et en fait, quand j'arrive, il y a une sorte de, c'est pas sur la photo, mais une sorte de comité d'accueil, 4 ou 5 adultes. Ah, bon, chouette, vous êtes là, ben, venez avec nous. Et il m'amène tout de suite dans une salle. Ah oui, je saute là-dessus. Voilà, il m'amène tout de suite dans une salle et où il y a une cérémonie en train en fait, il m'attendait pour commencer. Et vous voyez donc sur l'estrade ces 4 personnes assises. Il y a une femme et à côté de la femme, il y a un homme avec une chemise bleue. C'est lui, c'était mon contact, mon premier contact ici. Il s'appelle Sachin. Et, euh, et il m'amène là. Et en fait, c'était le premier jour. Vous voyez, je ne sais pas si vous lisez sur le tableau, c'est écrit en anglais Welcome Scholars. C'était une cérémonie d'inaugurer une nouvelle classe d'étudiants qui rentraient à l'université pour faire un doctorat. Donc, l'université propose des diplômes semblables à nos diplômes, une licence, un master's et un doctorat. Après, beaucoup de mon travail, ça va être de vraiment comprendre qu'est-ce qui se fait réellement dans ces différents diplômes. Et même s'ils utilisent notre vocabulaire, hein, enfin le vocabulaire établi dans le milieu universitaire pour ce genre de diplôme, je ne suis pas encore convaincue que le travail qui est fait correspond à ce que nous, on comprend par une licence, un master ou un doctorat. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais là, en tout cas, il y a un groupe d'étudiants qui rentrent dans la faculté
Et ils commençaient leurs études avec 15 jours de séminaire pour démarrer leur cursus universitaire, enfin doctoral. Et donc, j'ai pu en fait m'intégrer dans ce groupe. J'étais un peu adoptée. Je suis devenue un peu leur mascotte parce qu'ils étaient tellement surprises que j'étais là. Et j'ai dû même parler, enfin, je suis rentrée, je ne comprenais pas ce qui se passait parce que je pensais qu'il n'y avait rien. Et il y a cette cérémonie, puis tout d'un coup, ils me demandent de prendre le micro et de parler au groupe. Et bon, qu'est-ce que je vais leur dire? Enfin, c'était assez surprenant, mais sympa comme moment. Donc, j'ai passé donc les 10 jours, en fait, quand j'y étais. C'était extrêmement riche pour moi par rapport à mon projet. J'ai eu un entretien avec le directeur dans son bureau et peut-être vous pensez qu'il est un grand fan du Wi-Fi parce que vous voyez ce symbole sur son bureau. Mais il se trouve que c'est aussi les trois, excusez-moi, je n'ai pas voulu faire ça, voilà les trois marques, le lune croissant de Shiva qui mettent sur leur front. Hein, et je me demandais même si la personne qui a inventé ce symbole pour le Wi-Fi, si ce n'était pas un Indien, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'Indiens dans l'informatique, si c'est pas un Indien qui aurait inventé ou pris ce symbole pour Shiva pour représenter le Wi-Fi. Je pense qu'il suffit de 2 secondes sur Google pour savoir si c'est vrai ou pas. Mais voilà, j'ai pu avoir des entretiens avec différents administrateurs, avec différents professeurs. J'ai passé du temps dans la bibliothèque. Je voulais voir un peu des exemples de thèses ou de mémoires écrites et soumises par les étudiants pour voir quel type de travail ils faisaient. J'ai pas eu beaucoup de temps à creuser toutes les collections de la bibliothèque. La plupart des livres sont soit en gujarati, soit en hindi. Donc pour moi, c'est inaccessible. Je peux pas vraiment lire tout ça. Il y a des choses en anglais aussi, mais pas tant que ça. Mais surtout, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé beaucoup de temps avec le groupe d'étudiants. Et c'était donc certaines devenues des amis, hein, des personnes avec qui je garderai le contact avec grand plaisir. C'était très agréable d'être avec eux parce que c'était très, vous les voyez très souriantes sur la photo. Il y avait une ambiance de joie et de plaisir d'être ensemble, d'étudier, de faire du yoga ensemble. Euh, et donc, j'ai passé beaucoup de temps avec eux. J'ai à la fois assisté aux cours, comme vous voyez à gauche, un exemple d'un un cours qui est très classique, hein, un professeur debout devant et les élèves assis qui prennent leurs notes. Très peu de présence informatique et très peu de téléphone. Hein. Je trouvais que c'était extrêmement discipliné à ne pas trop regarder le téléphone, même presque pas du tout pendant les cours. Ils écoutaient vraiment, il y avait une vraie écoute. Euh, les cours ont été donnés en hindi parce que dans l'université, même si c'est en Gujarat, ils commencent à attirer des étudiants qui viennent d'ailleurs, qui viennent en dehors du Gujarat. Et ces étudiants ne parlent pas tous le gujarati, qui est la langue locale. Et donc, ils ont décidé ensemble, comme un groupe, de donner les cours en hindi. Et ce qui est intéressant avec le hindi, c'est que c'est un mélange de trois langues différentes. Vous avez un peu de sanskrit dans le hindi, vous avez un peu de perse, hein, il y a beaucoup de perse dans le hindi, et puis de l'anglais. Et suivant la personne qui parle le hindi, les trois parts vont être plus ou moins, les proportions sont changeantes. Donc, parfois, dans le hindi, il y avait beaucoup d'anglais, c'était plus facile pour moi de suivre. Parfois, il n'y en avait quasiment pas du tout d'anglais. Là, c'était beaucoup plus difficile pour moi parce que franchement, mon hindi, c'est pas du tout un niveau où je peux prétendre comprendre ou discuter avec des gens. Hein. Mais ils parlent tous, quasiment tous anglais, certaines mieux que d'autres, mais j'ai pu vraiment discuter beaucoup avec eux. Et c'était souvent dans des petits moments en dehors des cours, les petites pauses café, des temps après, où on allait boire des chais ensemble, où j'ai eu beaucoup d'échanges. Hein. Ils ont chaque matin un cours de pratique posturale et c'est ce qui ressemble le plus à ce que nous, on appelle un cours de yoga. Et j'ai observé plusieurs fois, j'ai pris des notes et une fois, j'ai participé au cours en tant que pratiquante. Et ils étaient tous très curieux de voir ou curieux de voir si je pouvais faire les postures, comment je faisais les postures. Le yoga qui faisait ces matins-là, c'était pas trop difficile, je dois dire. C'est très calme comme yoga. C'est pas les enchaînements de Vinyasa ou de Hatha Flow qu'on enseigne chez Nata. C'est vraiment Hatha Yoga assez classique. Et surtout, ce qui m'a frappé, c'est que c'est assez informel dans le sens que ils se parlent pas tellement entre eux, mais avec le professeur. Là, vous ne la voyez pas sur la photo, mais la prof de yoga, elle reste plutôt devant sur une estrade. Et ils pouvaient être dans la posture et puis tout de suite, spontanément, ils vont discuter, ils vont poser une question sur la posture et elle va expliquer. Enfin,
il y a un côté un peu informel à leur pratique posturale, mais ils sont globalement assez souples et à la fin, quand ils finissent avec une méditation, là, ils s'asseyent et il n'y a plus rien qui bouge. Enfin, ils arrivent, je pense, parce qu'ils ont culturellement et par leur pratique personnelle, s'asseoir en immobilité, en méditation, c'est pas aussi difficile pour eux que ça l'est pour beaucoup d'entre nous. Donc, c'était intéressant quand même d'observer comment ils pratiquaient. J'aurais certainement des choses à dire un peu plus là-dessus à fur et à mesure que j'ai le temps d'analyser mes notes. J'étais vraiment en mode capter le plus possible pendant que j'étais là-bas et c'est maintenant que je commence à décanter, revisiter, réfléchir sur ce que j'ai vu un peu plus pour faire avancer le travail de l'analyse et de l'interprétation. Voilà, on est allé, ça c'est juste en dehors de l'enceinte de bâtiment de l'université, sur l'espèce d'autoroute. Et là, c'est un peu des voies internes, il y a des voies externes aussi. Et il y avait un petit vendeur de thé, de chai, voilà. Donc, on allait souvent pour les pauses aussi là, acheter du chai. Puis, tout le monde amenait, il y avait toujours quelqu'un qui avait amené un petit quelque chose à manger à la maison, qui partageait avec tout le monde. Donc, là aussi, c'était très agréable de pouvoir découvrir un peu, les découvrir, connaître leur vie, pourquoi ils étaient là, pourquoi ils font ces études-là, qu'est-ce qu'ils imaginent faire avec leur diplôme une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'ils veulent faire comme travail de recherche, enfin tout un tas de questions que je discutais avec eux, mais aussi juste de connaître un peu leur vie, d'où ils viennent, pourquoi, enfin voilà. La plupart, ce que vous voyez là, c'est ce qui est intéressant sociologiquement, c'est que c'est pas des jeunes, c'est des femmes, beaucoup de femmes, comme souvent dans le yoga, même encore en Inde, et même le monsieur que vous voyez là, c'est des personnes qui ont 45, 50 ans. Et donc, ils reviennent aux études après avoir fait carrière dans autre chose. Donc, ça, c'est aussi des choses qu'on trouve assez couramment en Occident, que le yoga, c'est quelque chose qu'on entreprend dans un deuxième temps dans sa vie. Une fois que l'essentiel est fait, en quelque sorte, on peut consacrer du temps à une pratique spirituelle. Et c'est beaucoup le cas avec des élèves que j'ai rencontrés, en tout cas, cette classe-là d'étudiants doctorales. Dernière image que je vais vous montrer. Donc, si vous êtes encore là, merci de m'avoir écouté jusque-là. J'ai aussi été invitée donc, à aller chez Sachin, là, le fameux professeur qui m'avait reçu le premier jour. Et c'est un personnage vraiment très attachant que j'ai beaucoup apprécié échanger avec lui. Il a une connaissance, une histoire non seulement de l'université, mais de la lignée qui est extrêmement développée. Il est allé très, très loin dans la lignée. Et il m'a montré ce qu'il est en train de me montrer là, et c'est juste pour vous donner une idée de la richesse du potentiel de recherche qui sont possibles dans ce genre de terrain. Euh, Swami Kripalu a publié une revue sur le yoga dans les années 70, 60 et 70. Et je sais que ça existe, mais j'en avais jamais vu. Et j'en parlais avec Sachin et il m'a dit, ah, attendez un moment, je pense que j'ai un truc. Il est allé derrière dans son bureau. Il est ressorti, il avait un sac plastique qu'il a sous le bras là, avec dedans une pile comme ça entière de ses revues. Bon, tout est en Gujarati, hein, donc j'ai beaucoup de boulot à faire encore pour pouvoir lire ça et comprendre ce qui est dit. Mais en tout cas, le fait que matériellement ça existe, je pense que même dans la bibliothèque de l'université, ils n'ont pas ça. Et donc, une partie de ma mission, en quelque sorte, c'est de convaincre ces personnes que c'est extrêmement important de sauvegarder ces choses-là parce que le papier, je ne sais pas si vous voyez, c'est très cassant. Dès qu'on commence à les toucher, ils commencent à tomber en miettes, les agrafes, tout ça ne tient plus. Certaines, il a déjà réparé avec du scotch, tout ça. Et donc, je lui ai parlé du fait que ça serait un chouette projet de scanner tout ça, enfin d'avoir un archive numérique parce que le climat fait que et si personne ne prend pas soin de ces choses-là, ils vont disparaître et ça sera trop tard. On les aura plus accès à ça. Donc, c'est peut-être un peu aussi ma mission et ma raison d'être pour faire ce projet, c'est faire en sorte, même si moi je peux pas tout comment dire, analyser et décortiquer moi-même, au moins faire en sorte que des chercheurs qui viendraient après moi
auraient accès à ces informations parce que quelqu'un a pris le soin de les rassembler, les sauvegarder dans une forme qui serait consultable pour le futur. Donc voilà un peu, ça vous donne une idée de pour tout ce que je faisais pendant ces temps où j'étais absente. Hein, c'était extrêmement riche, humainement très agréable et sympathique aussi, avec des relations que je vais certainement garder. Et j'espère, je ne sais pas quand, mais j'espère pouvoir retourner sur ce terrain et rencontrer ces personnes et approfondir encore mes connaissances de leur pratique, de leur enseignement. Peut-être que ça va se faire un petit peu par Internet parce qu'ils font aussi des cours en ligne. Et Sachin m'a dit que si je voulais suivre des cours avec eux, que je leur préviens, ils vont prévoir de tout faire en anglais. Et ils vont prévenir les étudiants que ce sera en anglais. Et comme ça, je peux participer et eux, ils seraient ravis d'avoir des Occidentaux, en tout cas, qui viendraient étudier avec eux parce qu'ils sont, surtout Sachin, qui est très lié à l'histoire de la lignée. Il est un peu inquiet, une de ses grandes inquiétudes aujourd'hui avec ce moment où il n'y a pas justement de gourou, c'est que la lignée disparaisse en fait et que toute la tradition et les enseignements disparaissent. Et il pense, il trouve que voilà, c'est important que cet enseignement soit transmis et transmis de la manière de Kripalu, que Kripalu a voulu que ce soit enseigné. Et donc, c'est lui, en tout cas, c'est ce qui le motive dans son travail avec l'université. Donc, je vous remercie pour votre écoute, si vous êtes encore là. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Vous pouvez aller sur le site de Nata, nataparis.com et trouver la page contact si vous n'avez pas mon adresse mail pour poser votre question. Ce sera un plaisir d'échanger avec vous. Voilà, merci encore et à très bientôt. Bonne journée.